Yo tout le monde, c'est Phénix, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité importante pour la France, un autre dirigeant que Napoléon. Il y aura une petite fiche dans le petit en haut à droite. De quel côté ça va être pour vous que je monte. Mais dans le petit i en haut à droite, il y a la fiche qui affichera la vidéo de Napoléon. Mais nous allons pas parler de Napoléon, on a déjà fait une vidéo dessus. Nous allons parler du dernier président de la 4ème République et du premier de la 5ème, le général de Gaulle. Alors de Gaulle, il est né le 22 novembre 1890 à Lille, et c'est le 3e enfant d'une famille de 5, dans une famille de juristes. Cette famille porte des valeurs catholicisme, légitimisme. Alors, je sais que c'est compliqué à expliquer, à dire, mais en plus, à expliquer, en gros, c'est un mouvement politique français favorable au rétablissement de la royauté. En gros, c'est un mouvement royaliste qui prône que la personne qui doit être chef de l'État, c'est le chef de la maison Bourbon, donc l'aîné de la famille Bourbon. Il effectua sa première rentrée scolaire à l'école Saint-Thomas d'Aquin à 6 ans, dans Paris. Mais durant l'hiver, ses frères et sœurs sont atteints de scarlatine. Donc c'est une maladie infectieuse due à une bactérie qui se manifeste par une forte fièvre, une angine, une éruption cutanée. C'est une maladie qui touche majoritairement les enfants de 5 à 10 ans. Et surtout, elle touche plutôt vers l'hiver. Donc ça va. Voilà. Afin d'éviter les contagions, il sera envoyé chez sa grand-mère à Lille. Et quand il reviendra à Paris, il ira au collège de l'Immaculée Conception et il aura son père comme enseignant. Alors, il a des résultats brillants en français et en histoire, mais les autres matières vont venir à partir de la première. Durant ce temps, il choisira de se destiner à une carrière militaire. Voilà, c'est juste simple, il veut devenir militaire. Durant cette époque, suite à la loi de la séparation de l'Église et l'État du 9 décembre 1905, il continuera ses études à l'école secondaire chez les Jésuites au Sacré-Cœur en Belgique. Bonjour les Belges. En 1908, il est admis à l'école militaire de Saint-Cyr, donc c'est une école militaire française d'enseignement supérieur fondée par Napoléon Ier. Elle forme aujourd'hui les officiers de l'armée de terre et une partie des officiers de la gendarmerie. Suite à quoi, il va rejoindre le 33e régiment d'infanterie à Arras et se retrouvera sous les ordres du colonel Pétain. Et oui, Pétain n'était pas encore maréchal, il n'était pas encore le dirigeant du régime de Vichy, mais il était colonel, puis du lieutenant-colonel Steam. Et malheureusement, le lieutenant-colonel Steam va mourir durant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale explose, donc c'est sa carrière militaire. La Première Guerre mondiale va commencer et il va être mobilisé comme ses frères, comme officier en gros. En gros, à l'époque, ils cherchaient pas, tu faisais partie du pays, t'étais jeune, t'allais à la guerre. C'était comme ça. Ils revinrent tous vivants et décorés. Charles, lui, passe lieutenant en 1913 et il est nommé capitaine en janvier 1915. Durant la Première Guerre mondiale, il put se démarquer par sa bravoure. Plusieurs fois blessé, il fut capturé par les Allemands en mars 1916. Et durant sa captivité, en gros, il restera 2 ans et demi capturé, quoi. Et durant cette captivité, il fit 5 tentatives d'évasion, mais une qui lui vaudra d'être interné dans un camp de représailles. C'était un camp pour les officiers un peu moins dociles qui n'acceptaient pas trop de rester enfermés. Et cela va le marquer d'un sentiment d'amertume, d'inutilité. Et malgré qu'il trompe l'ennui en organisant avec ses compagnons des exposés sur le déroulement des événements de cette guerre, ben, il veut quand même s'en aller. Donc toutes ces tentatives d'évasion vont se résoudre en échec. Il fut transféré dans une dizaine de camps durant ses 32 mois de détention et il sera libéré grâce à l'armistice du 11 novembre 1918. Durant l'entre-deux-guerres, donc, que je rappelle un peu les événements dans l'ordre, Première Guerre mondiale 14-18, Deuxième Guerre mondiale 39-45, et entre les deux, on appelle l'entre-deux-guerres puisque
entre les deux guerres mondiales. Donc, pendant l'entre-deux-guerres, il veut poursuivre sa carrière militaire et il a la protection de Pétain, qui est quand même pas mal, puisque Pétain était déjà très reconnu et très haut gradé. En janvier 1919, il arrive à Saint-Maxien-l'École, donc une commune du centre-ouest de la France, située dans le département des Deux-Sévères, en région de Nouvelle-Aquitaine, où il y suivra des cours de remise à niveau destinés aux officiers de retour de captivité. Vu qu'il a été enfermé, vu qu'il veut relancer sa carrière militaire, il cherche à s'engager sur un théâtre d'opération. Il postule simultanément pour l'armée d'Orient et l'armée de Pologne. Et en avril 1919, il obtient son détachement en Pologne. Suite à quoi il quittera la France pour la Pologne, hein, puisqu'il fera ses missions. Et il effectuera 2 séjours. Un d'avril 1919 à mai 1920 et le second de juin 1920 à janvier 1921. Donc pendant ce temps, il va voir comment fonctionne le terrain en Pologne. Aussi, durant cette période, Charles de Gaulle va vouloir se marier, il en fait part à sa famille. Et la Première Guerre mondiale l'a affecté parce qu'une des femmes qu'il a aimées est morte durant un bombardement en Belgique. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant pour épouser une personne. C'était soit t'allais voir le père et tu demandais la main de la fille, soit c'était la famille qui. C'était des arrangements, en gros, c'était la famille qui te proposait la fille, et voilà. C'était des arrangements un peu entreloupés, des mariages arrangés. Du coup, les familles lui proposent une fille de la bourgeoisie du Nord, Yvonne Vandroux, et avec qui il se mariera le 7 avril 1921, et avec qui il aura 3 enfants, Philippe, Elisabeth et Anne. En 1922, il est admis à l'école supérieure de guerre, malgré qu'il est en conflit avec la doctrine et avec ses supérieurs, car il contexte leur vision sur la stratégie. Il la trouve trop planifiée défensivement et trop compartimentée sur le terrain. Mais bénéficiant de la protection de Pétain, il est mal noté. En 1924, durant une visite du maréchal Pétain sur l'école où est De Gaulle, il s'étonne des notes aussi basses de celui-ci, parce que ses professeurs n'apprécient pas son indépendance en fait à De Gaulle. En fait, l'indépendance de De Gaulle est un trait de caractère qu'il a en commun avec Pétain, et ce qui fait que sûrement que Pétain a voulu le prendre sous son aile. Et l'intervention de celui-ci a certainement conduit à une augmentation de ses notes, quoi. Un petit bonus, quoi. En septembre 1927, il est promu chef de bataillon. Et donc il prendra le commandement d'un bataillon de chasseurs à pied, donc c'est une unité d'infanterie légère, à Trèves, où il assure un commandement plutôt énergique. En novembre 1929, il est affecté à l'état-major des troupes de l'Ulavant. Alors, c'est assez compliqué à expliquer, j'ai eu du mal à comprendre. C'est une désignation des armées françaises en garnison au Levant. Le Levant, c'est en gros, on considérait le Levant les pays bordant les côtes orientales de la mer Méditerranée durant l'entre-deux-guerres jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il est responsable des renseignements et des opérations militaires. En novembre 1931, grâce à l'appui de Pétain, il est affecté au secrétariat général de la Défense nationale à Paris, et ce poste, il est plutôt bénéfique pour De Gaulle. Il y voit un vrai intérêt car c'est l'occasion pour lui de s'initier aux affaires de l'État, puisqu'il est chargé en plus en particulier de travailler au projet de loi militaire. Le 25 décembre 1933, il est promu lieutenant-colonel. Donc voilà, maintenant c'est plus lieutenant de Gaulle, c'est lieutenant-colonel de Gaulle. Durant cette période, De Gaulle développera ses théories militaires et il les publiera de 1924 à 1938. En 1924, il publiera La discorde chez l'ennemi. Selon lui, c'est à cause de la division qui régnait en Allemagne que celle-ci aurait perdu en 1918. En 1932, il publie Le fil de l'épée. En 1934, il publia Vers l'armée de métier, où il développe ces questions de fond qui nécessitent la création d'une armée professionnelle
aux côtés du service militaire obligatoire. Il était pour le service militaire obligatoire, mais il fallait que vraiment ceux qui veulent rentrer dans l'armée, il y ait vraiment un côté professionnel, que ce ne soit pas le petit larbin qui est paysan, que du jour au lendemain on l'appelle viens, tu vas être militaire. Pour lui, c'était un métier. Enfin, la France et son armée en 1938. En juillet 1937, De Gaulle, alors lieutenant-colonel, est affecté à un régiment de chars de combat qui put lui permettre de mettre sa théorie en pratique. Puis promu colonel le 25 décembre 1937, il tente d'imposer sa conception de l'usage autonome des blindés, donc les blindés c'est les chars, malgré que ce soit contre le règlement. Ça lui vaudra une hostilité avec son supérieur, le général Henri Giraud. Durant la Seconde Guerre mondiale, donc la Seconde Guerre mondiale, je l'ai divisée en deux, la Seconde Guerre mondiale en elle-même et lui dans la résistance. Donc le 25 mai 1940, De Gaulle est nommé général à titre temporaire, puis le 6 juin 1940, Paul Reynaud, président du Conseil et ministre de la Guerre, le nomme sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, et le charge de coordonner l'action militaire de la France et du Royaume-Uni. Le 9 juin, De Gaulle rencontre Winston Churchill, le Premier ministre anglais à l'époque, et tente en vain de pousser le gouvernement français de continuer les combats malgré le repli de l'armée anglaise qui quitte le territoire français pour repartir en fait depuis Dunkerque pour retourner au Royaume-Uni. Et quand De Gaulle rentre en France le 16 juin, il apprend que l'armistice va être signé. Du coup, il se dit je vais repartir à Londres. Et ça amènera l'appel du 18 juin. Malheureusement, il n'a pas été enregistré. Et du coup, on a pu conserver quand même celui du 22 juin, où on va pouvoir en écouter un extrait. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que le nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour de la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, un moyen pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Dans la résistance, donc, De Gaulle c'est quand même le boss de la résistance, et Churchill le reconnaît comme le chef de la France libre. En effet,
Cela fait suite au régime de Vichy qui coupe la France en deux, donc la France occupée et la partie de la France dite libre. La France occupée donc est régie par le régime de Vichy avec comme chef Pétain. Grâce à l'appui de Churchill, De Gaulle organise des forces armées qui deviendront la résistance. Il crée le Comité national français avec de l'aide de René Cassin, qui deviendra le Comité français de la libération nationale le 3 juin 1943. En 1944, il rallie progressivement les territoires de l'Empire. Il réalise une union avec la résistance intérieure avec Jean Moulin, notamment, et fait de la France l'un des États vainqueurs aux côtés des Alliés, donc Grande-Bretagne, États-Unis et Union soviétique. Il débarquera le 14 juin 1944 en Normandie. Le 25 août 1944, il prononcera ces mots à la mairie de Paris. Nous sommes ici. Nous sommes ici chez nous, dans Paris levé. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France. Avec l'appui et le concours de la France tout entière. C'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la France éternelle. Un gouvernement provisoire dit d'unité nationale est fondé, présidé par le général de Gaulle le 9 septembre de la même année. Parce que oui, on ne peut pas laisser un pays sans dirigeant, c'est compliqué. Le 20 janvier 1946, De Gaulle devient président du gouvernement provisoire, fondé pour l'unité de la nation, hein. Et à Bayeux, il fait un discours pour expliquer son projet de constitution avec un exécutif fort et ainsi germe ce qui sera la constitution de la Ve République, la constitution qui est appliquée actuellement en France. Il lance un mouvement, le RPF, Rassemblement du peuple français, et le RPF forme et mobilise des militants, crée un encadrement qui se révélera important en 1958. La 4ème République, impuissante face à la question de la guerre d'Algérie qui a commencé, bon nombre de politiciens, peu importe qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, des extrêmes ou quoi, veulent le retour de Gaulle. Le 13 mai 1958, le président de la République, René Coty, décide de faire appel à lui et le nomme comme le plus illustre des Français. C'est le titre qu'il a donné pour nommer Charles de Gaulle. Le 1er juin 1958, De Gaulle devient le dernier président de la 4ème République et reçoit les pleins pouvoirs et fait élaborer une constitution. Le 4 septembre, Charles présente aux Français le projet de la constitution de la 5ème République. Donc, la constitution de la 5ème République, elle fut votée par référendum. Ça veut dire que ce n'est pas l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont décidé, mais bien le peuple qui a approuvé cette loi. Donc, la constitution fut approuvée par les territoires français, mais aussi par tous les territoires qu'on avait sous notre influence, toutes nos colonies, sauf la Guinée, qui devient ainsi le premier État d'Afrique à obtenir son indépendance. Le 21 décembre 1958, il est élu premier président de la 5ème République française et de la communauté africaine et malgache. En gros, vu que avant les malgaches, les colonies, on appelait ça des communautés aussi, ben voilà, c'était le président de la France, mais aussi de nos colonies. Avec 62 394 voix sur les 81 764 électeurs, soit environ 76% des voix, De Gaulle proposera la paix des braves en octobre 1958. Il propose l'autodétermination aux Algériens l'année d'après. En gros, l'autodétermination, c'est, si vous voulez, on peut vous rendre votre liberté, entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment une liberté, c'est votre indépendance plutôt. L'autodétermination, c'est on vous rend indépendant. Et le 8 janvier 1961, le référendum sur l'autodétermination des Algériens est accepté à 75%
par les Français. Il signera l'accord d'Évian, accepté par les Français par un référendum et en Algérie. Ce traité permet à l'Algérie de gagner son indépendance non seulement, et à ce moment-là, nous sommes le 22 mars 1962. Charles de Gaulle a mené une politique d'indépendance nationale et renforce le rang de la France en refusant la tutelle des États-Unis. Il retire petit à petit la France du système intégré de l'OTAN tout en restant membre de l'Alliance Atlantique. Après l'attentat du Petit Clamart, qui visait à assassiner le général de Gaulle, il propose une élection du chef de l'État au suffrage universel. Avant, c'était les bourgeois et tout ça qui pouvaient élire le chef de l'État. Et au suffrage universel, il veut que ça soit tous les Français qui puissent, tout le peuple qui puisse voter pour son chef. C'est notamment pour ça qu'on peut aller voter et que c'est comme ça que Macron est passé, que avant lui François Hollande, Nicolas Sarkozy, Chirac, tous les présidents de la Ve République sont votés au suffrage universel. Et donc si De Gaulle veut faire ça, c'est afin de lui assurer une légitimité au pouvoir devant les députés. Le 28 octobre 1962, un référendum sur la réforme constitutionnelle, c'est pour le faire entrer dans la Constitution, valide l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Le 22 janvier 1963, il y a un traité qui a été signé entre la France et l'Allemagne fédérale qui cherche à construire une Europe unifiée. Cependant, De Gaulle refuse l'entrée des Britanniques dans la CEE, Communauté économique européenne, car ils sont trop liés aux États-Unis. Et on renforcera la CEE avec une politique agricole commune en 1963. Et renforce la présence de la France dans le monde auprès des États nés de l'ancienne communauté malgache et africaine, des anciennes colonies, qui ont pris leur indépendance depuis 1960, mais aussi en Amérique latine et en Asie. De Gaulle est l'un des premiers chefs d'État occidentaux à reconnaître la République populaire de Chine, afin de renouer des relations diplomatiques avec elle. En juillet 1967, il accentuera son opposition à l'impérialisme américain durant un voyage au Canada. C'est d'ailleurs durant ce voyage qu'il dira « Vive le Québec libre !» Et d'ailleurs, nous allons écouter ce qui a été dit. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue. Je vous salue de tout mon cœur. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout au long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la Libération. Et tout le long de ma route, outre cela, j'ai constaté quelques immenses efforts de progrès, de développement, et par conséquence d'affranchissement que vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise, parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis c'est la vôtre, et je me permets d'ajouter c'est la nôtre. Si vous saviez quelle confiance la France, réveillée, après d'immenses épreuves, porte maintenant vers vous. Si vous saviez quelle affection elle recommence à ressentir pour les Français du Canada, et si vous saviez à quel point elle se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à votre progrès. C'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, des accords pour que les Français, de part et d'autre de l'Atlantique, travaillent ensemble à une même œuvre française. Et d'ailleurs, le concours de la France va, tous les jours un peu plus, près d'ici. Elle sait bien que vous le lui rendez, parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires, qui feront notamment de tout et qui un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Voilà ce que je suis venu dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici, et puis je vous dire qu'elle vous en vaudra mieux. Vive Montréal!
Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive le Canada français! Et vive la France! L'élection au suffrage universel est mise en pratique pour la première fois en 1965 après son premier septennat, donc le mandat qui dure 7 ans, puisque maintenant il dure plus que 5 ans depuis Chirac. De Gaulle est élu au second tour face à François Mitterrand avec 54,8% des voix. Le 30 mai 1968, il dissout l'Assemblée nationale où il ne dépose qu'une très faible majorité. Et les élections législatives qui suivront sont remportées par une forte majorité présidentielle. C'est-à-dire que c'est fortement par son parti politique. Pour faire simple. Le 27 avril 1969, après le référendum portant sur la régionalisation et la réforme du Sénat, en gros, surtout aussi suite à ce que les jeunes veulent voter à 18 ans à cette époque, il a dit d'accord, voulez-vous que l'on laisse le droit des votes à 21 ans, voulez-vous le passer à 18 ans? Et malheureusement, ça a été en défaveur de ça, avec 52,4% des voix qui voulaient que l'on puisse voter un peu plus jeune. Et donc il s'était engagé que en cas où le pays ne soit pas d'accord avec l'une de ces lois, eh ben, il démissionnerait directement. Ce qu'il fera, il démissionnera le 28 avril 1969, donc un jour après, hein, littéralement, et il sera remplacé provisoirement par le président du Sénat, Alain Poher. De Gaulle mourut le 9 novembre 1970 à l'âge de 80 ans. Voilà qui était ce grand homme. Alors, les sources, bon, vous les avez dans la description. Je me suis beaucoup aidé du site de l'Elysée, bien évidemment. Les liens des sons qu'on a écoutés sont dans la description. Enfin, tous les liens que j'ai utilisés sont dans la description. Autre chose à dire, c'est que, bon, de nos jours, si on écoute et tout, on voit une foule en délire quand De Gaulle parle et tout ça, notamment au Canada et tout ça. C'est sûr que si on refait la même chose maintenant, ça passerait moins. Mais c'était une mentalité tout autre à l'époque. Et voilà. Pourquoi j'ai choisi De Gaulle? Parce qu'on est la semaine qui va jusqu'au 20 juin, je crois, cette semaine. Oui, c'est ça. Nous sommes une semaine qui va au 20 juin, donc on est la semaine du 14 au 20 juin. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le 16, le 17 et le 18 juin. Donc 16 juin, le repart, l'aller-retour Paris-Londres de Gaulle. Le 17, le signé du régime de Vichy. Et le 19 et le 18, l'appel à la résistance de Gaulle. Et en fait, si le mercredi, donc si aujourd'hui on serait tombé le 18 juin, j'aurais peut-être fait quelque chose plus sur la résistance. Bon, on est tombé durant la semaine, je me suis dit, autant parler de Gaulle, puisque j'ai déjà parlé un peu de Napoléon et tout ça. Là, je vais parler de Gaulle. Et voilà pourquoi je voulais parler de Gaulle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Feeling Sue. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.